Retour sur le plateau de Direct Gestion, nous parlons immobilier coté ce matin avec mon invité Daniel Tondu qui gère le fonds Immobilier 21 qui nous annonce une performance pour les 3 prochaines années de au moins 10%. Allez, 10% ça serait déjà pas mal, surtout dans un environnement de taux très bas et de performance faible des différents placements. On évoquait, Daniel, les centres commerciaux, la belle rentabilité, les galeries Lafayette sur les champs. Vous avez dit pas possible d'investir puisque l'immeuble appartient aux Qataris. C'est pas mal, hein, il y a combien? Il y a 5000 m² à peu près dans cet immeuble. Un peu plus. Un peu plus, voilà. On a appris qu'en plus les Champs-Élysées demeuraient la plus chère avenue d'Europe, à 13 000 € le mètre carré, donc ça donne un peu la taille de l'investissement. Alors pour autant, si on se reconnecte avec les sociétés cotées sur lesquelles on peut investir, vous avez fait le détail en fait des différents commerciaux et des sociétés qui investissent dedans. Parlez-nous un peu justement des différentes foncières, on va peut-être voir la slide, le chiffre d'affaires des commerçants qui résistent finalement, c'est ce que vous nous disiez. Alors on voit qu'il y a beaucoup de centres commerciaux qui sont en rénovation, qui proposent des nouveaux formats, des nouveautés, qui sont de plus en plus beaux, un peu très luxueux, enfin vraiment c'est des centres de vie. Qui s'en tire le mieux en fait dans cet univers, selon vous qui les visitez et les connaissez bien? Alors les grands centres commerciaux qu'on appelle les plus grands centres s'en tirent très bien. Déjà parce qu'ils sont gérés avec une offre qui se renouvelle en permanence. Le commerce, ça ne s'invente pas. Et l'actif centre commercial, c'est quelque chose où il y a besoin d'un vrai savoir-faire de gestionnaire. C'est beaucoup plus que tous les autres actifs immobiliers probablement. Et donc de fait, on a la chance d'avoir à la cotation en Europe les plus grands gestionnaires d'actifs de centres commerciaux. Et donc quand on achète une action de société de centre commercial, on n'achète pas seulement des actifs, des immeubles, des loyers, on achète aussi un savoir-faire d'une équipe qui va rénover, remplir un centre, l'animer commercialement, faire du trafic, et ça c'est un atout considérable. Donc les noms, ils étaient sur votre tableau tout à l'heure. Donc Corio, Clépierre, Mercialis, Eurocommercial, Alterea. On peut rajouter Unibail Rodamco. Évidemment, Unibail est le premier en taille, et donc on a accès à des qualités de gestion qui sont véritablement les meilleures. D'accord. Donc c'est des gens qui savent non seulement proposer commercialement des nouveaux formats, mais également au niveau, on peut imaginer des frais financiers qui vont pouvoir gérer leur trésorerie, leur flux, de manière à optimiser tout ça. Il n'y a pas un euro qui dépasse, tout le rendement tourne à plein, on va dire. Oui, l'autre caractéristique, c'est que c'est des sociétés qui financent une partie de leurs actifs avec de la dette, et c'est bien naturel puisque c'est de l'immobilier, donc on peut avoir un peu de l'effet de levier favorable avec un certain niveau d'endettement, et que les foncières sont devenues très fortes dans la capacité à aller chercher de la dette à taux bas. Et ça, en achetant une action, vous achetez aussi la possibilité, un accès à un marché de la dette très bas. L'illustration, c'est probablement ce qui s'est passé sur Unibail. Cet été, Unibail a fait une émission convertible avec un taux d'intérêt de 0%. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, être capable d'emprunter à 0%, moi j'aimerais bien en tout cas. On rappelle le principe de l'obligation convertible, donc une obligation qui normalement donne un coupon chaque année, alors là pas de coupon. En revanche, la possibilité, puisqu'elle est convertible, d'être convertie cette obligation en action, c'est-à-dire si la performance du cours s'élève et qu'Unibail fait une bonne performance, alors les souscripteurs de l'obligation pourront transformer et profiter finalement de la performance de l'action. Voilà, mais l'attractivité d'Unibail aujourd'hui pour les investisseurs est telle que l'émission convertible est convertible à un niveau de cours qui est très nettement supérieur à l'actif net réévalué de la société. Donc de toute manière pour les actionnaires c'est très favorable. Qu'il y ait conversion ou pas conversion, de toute manière c'est très favorable pour les actionnaires. Voilà. Et puis Unibail a récidivé, si je puis dire, en faisant une émission aux alentours de 1,35%, cette fois-ci sans option de conversion, donc qui pourrait se priver d'un tel niveau de taux d'intérêt pour emprunter à long terme. Donc ça c'est un atout que les foncières sont capables de saisir parce qu'elles maîtrisent très bien les marchés financiers, la capacité à aller sur les marchés pour emprunter, aussi bien auprès des banquiers qu'auprès des porteurs obligataires par exemple. Mais est-ce que par rapport à cet environnement de taux bas, il y a toujours une opportunité mais aussi un risque, est-ce que finalement le fait de ne pas avoir un surcroît de liquidité aujourd'hui ne va pas nous amener peut-être à ce qu'on a connu il y a quelques années, c'est-à-dire un endettement à tout crin,
la formation d'une bulle et puis d'ici quelques années, justement, des valorisations en baisse parce que on a trop investi ou l'endettement est trop fort. Oui, alors la limite, vous avez tout à fait raison, la limite naturelle, c'est que depuis 5 ans, les foncières ont eu une attitude de réduction du niveau de leur endettement. Compte tenu de la crise de la dette 2008-2009, elles ont toutes réduit leur niveau d'endettement afin justement d'être moins contraintes, de moins subir une éventuelle nouvelle crise de la dette comme on l'a connue à ce moment-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les bilans sont moins endettés, ils le sont d'une manière raisonnable et d'une manière pas du tout inquiétante. Donc de fait, on est très loin d'un emballement de la dette comme on a pu le connaître pour certaines sociétés. Je pense en particulier à certains pays où la dette a été pratiquée de manière abusive, et ça s'est souvent très mal terminé. Ouais, les deux exemples, c'est l'Espagne, c'est l'Angleterre, où on a des pratiques de dette qui sont beaucoup plus agressives et à ce moment-là, lorsqu'effectivement le marché est moins bon, lorsqu'il n'y a plus de prêteurs, ça se termine assez mal. Et donc c'est des marchés qu'il faut éviter. Ça c'est le souci du gestionnaire. Éviter les risques de cette nature, c'est ce que nous faisons en permanence. Donc vous géographiquement, vous êtes plutôt investi sur la France, l'Europe. Unibail, c'est compliqué. Unibail, maintenant c'est coté, je sais plus, c'est aux Pays-Bas ou en Belgique. Oui, Unibail est investi sur des actifs sur l'ensemble de la zone euro, donc le statut, la nationalité du titre n'est pas la chose la plus importante. L'important c'est de savoir où est-ce que sont vos actifs. D'accord. Et les actifs d'Unibail sont plutôt concentrés en zone européenne continentale. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on n'a pas parlé beaucoup centres commerciaux au niveau des bureaux et spécifiquement sur l'île de France. On sait qu'il y a un taux de vacances important au niveau des bureaux à Paris. Vous dites pas de reprise du cycle locatif à court terme. Vous avez une méthode de calcul pour le taux de vacances même dans quelques années. Expliquez-nous ce rapport. Oui, exactement. Alors, le taux de vacances, si vous voulez, c'est le barycentre de l'équilibre sur le marché des bureaux. À partir du moment où le taux de vacances est élevé, c'est facile à comprendre, c'est le locataire qui fait la loi, c'est pas le propriétaire. Et donc là, on est dans une logique très différente des centres commerciaux où il y a un intérêt contradictoire entre le locataire et le propriétaire. Donc en tant que propriétaire indirect d'immeubles, notre souci, c'est d'aller sur des zones où le taux de vacances n'est pas très élevé, orienté plutôt à la baisse et donc d'éviter les zones où il y a une suroffre, une vacance élevée qui va faire que c'est le locataire qui va faire la loi. Et donc de fait, il est très important de pouvoir prévoir à l'avance l'évolution du taux de vacances zone par zone. Donc par Île-de-France, vous allez essayer de le prévoir à Bruxelles, vous allez essayer de le prévoir à Amsterdam, vous allez essayer de le prévoir à Milan, etc. Et là, à partir de là, vous allez vous dire, j'investis à Bruxelles, j'investis à Amsterdam, j'investis à Milan, mais pas à Rome ou à Madrid, par exemple. Je dis ça un peu sans que ce soit les chiffres réels. Donc de fait, le taux de vacances va être central. Et votre risque majeur sur les bureaux, c'est le taux de vacances. Et quand on regarde historiquement, on vient de traverser 4 ans de crise économique majeure. Si on prend l'Île-de-France, vous voyez sur ce graphique, le taux de vacances n'a pas bougé. Ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est une illustration, une démonstration même de la capacité des foncières cotées à maintenir des taux de vacances raisonnables. Et pourquoi ? Et puis des opérateurs, au-delà des foncières, au-delà des opérateurs du marché immobilier de bureaux, à ne pas créer de vacances excessives, etc. Et donc là, on a dans une logique qui consiste à quoi ? À regarder combien je vais avoir besoin de mètres carrés de surface bureau supplémentaire. Ça, c'est les créations d'emplois tertiaires qui vont être le moteur principal du remplissage des bureaux. Et de l'autre côté, quelle offre nouvelle de surface de bureau je vais avoir ? C'est des promoteurs aidés par les banquiers qui vont arriver avec des nouveaux immeubles en disant je fais une offre supplémentaire. C'est cet équilibre très simple qui va nous permettre de dire à 3 ans, je peux prévoir le taux de vacances. Aujourd'hui, on a une prévision sur l'Île-de-France d'une légère hausse du taux de vacances, mais qui va rester contenu à un niveau entre 7, 7,5, 8% au maximum, ce qui reste assez raisonnable. Il faut se rappeler par exemple qu'au pire moment de la crise, des crises immobilières passées, il n'y a pas si longtemps que ça, en Île-de-France, on a pu atteindre des taux de vacances de 13, 14, 15%. Et à ce moment-là, effectivement, on a des locataires qui font la loi. D'accord, une rentabilité qui souffre à plusieurs niveaux. D'abord parce que vous avez une partie de vos immeubles qui sont vides, et ensuite parce que vous êtes obligé de négocier des loyers à la baisse. Oui, en plus on sait qu'on voit sur les débats, sur les tours éventuels qui pourraient sortir, c'est très compliqué en fait. Les nouveaux bureaux, en tout cas sur des grands projets, il y en a plus tellement. Où est-ce qu'il y en a en ce moment ? À part commande publique, on pense au
Pentagone pour Ballard, enfin le Pentagone à la française. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets encore justement par exemple sur l'Île-de-France pour faire baisser un peu la pression si pression il y a? Il n'y en a pas beaucoup, mais la demande non plus n'est pas très importante. Faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire les créations d'emplois tertiaires, c'est la croissance économique. Alors, on sait très bien, si on fait 1% de croissance économique, ce qui est déjà assez remarquable, on va avoir 1,5% de hausse de l'emploi tertiaire. Et donc il faudra trouver 1,5% de surface de bureaux supplémentaires. Bon, aujourd'hui, on a un marché relativement fluide, on n'est pas en pénurie de bureaux. Donc on n'a pas besoin d'un seul coup d'une offre de créer des surfaces gigantesques, sauf à rêver à une croissance économique qui dépasserait les niveaux actuels d'une manière durable, ce qui est quand même un peu difficile. Donc aujourd'hui on a un marché équilibré. Le marché des bureaux de l'Île-de-France est équilibré. Bon, bien sûr, on a besoin de renouveler aussi, c'est-à-dire construire quelques nouveaux immeubles, rénover les anciens, parce qu'il y en a qui sont obsolètes et l'obsolescence est un vrai critère d'exclusion du marché locatif pour des immeubles, on l'a vu à la Défense. Donc on a besoin là encore de professionnels qui sont capables de faire tourner un portefeuille, d'améliorer un portefeuille, de le rénover, de le mettre au goût du jour par rapport aux exigences des locataires. Très bien. Le point est complet sur immobilier et votre fonds Immobilier 2021 qui en tout cas depuis le début d'année tient ses objectifs. On est à 9,02 sur le fonds destiné aux particuliers, un petit peu plus sur le fonds destiné aux investisseurs. Vous gérez aussi un fonds Action, Action 21, Immobilier 21, Action 21. Finalement, j'ai l'impression que vous êtes plus optimiste, Daniel Tendu, sur la perspective sur les foncières cotées et l'immobilier que sur le marché action qui vous paraît peut-être un peu plus compliqué. Quel est votre objectif pour 2015 sur ce marché action? Le marché action est toujours plus compliqué que le marché immobilier. C'est pas une nouveauté. Néanmoins, pour 2015, on a une certaine confiance dans l'évolution des facteurs de la performance. À la différence de 2014, où on avait un certain nombre de facteurs négatifs, je pense au change, je pense à la croissance. Pour 2015, on va avoir ces facteurs qui vont être positifs, un certain nombre de facteurs positifs. Alors je les citerai volontiers, comme effectivement le taux de change, mécaniquement à taux de change équivalent actuel, stabilité des taux de change sur les niveaux actuels, on va avoir un effet de conversion qui sera favorable pour les chiffres d'affaires et les résultats 2015. Bon. Ça va être faible, mais ça a été négatif en 2014, ce sera positif en 2015, mécaniquement. Toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, c'est-à-dire au taux de change actuel, sans hypothèse de hausse ou de baisse des variations de change par rapport au niveau actuel. Donc ça va donner un élément positif. Deuxième élément positif, c'est la croissance. La croissance, elle est quand même à un niveau faible. Tous les prévisionnistes s'accordent pour dire que celle de 2015 sera un peu mieux. Bon, et donc si elle est un peu mieux, ça va être mieux pour les résultats, les chiffres d'affaires des sociétés. Troisième élément mécanique, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont bas, mais les dettes des entreprises cotées, quelles qu'elles soient, bien sûr celles les plus endettées, sont encore à des niveaux de frais financiers qui sont la trace des taux d'intérêt passés. Et donc il va y avoir des renégociations qui vont améliorer les frais financiers, parfois d'une manière très significative. Plus vous êtes endetté, plus vous avez une amélioration à attendre de vos frais financiers. Tout ceci fait que mécaniquement, vous n'aurez pas besoin en 2015 d'une hausse des multiples de valorisation, une hausse des PE, pour faire une performance positive, à la différence de 2014. Et ça, c'est très positif, parce que c'est un facteur où on n'avait pas besoin d'avoir une surenchère de prix pour faire des performances. Très bien, merci Daniel. Optimisme prudent donc sur les actions, en tout cas très bullish sur les foncières cotées, on sait pourquoi, et merci d'avoir été très clair sur ce sujet. Ce numéro de Direct Gestion est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. On se reconnecte tout de suite au marché avec Direct Investisseur, Lucie Morlot et ses invités. À demain.